Bonjour à tous, bonjour Amilou, Bonjour Elia. ravi de te revoir sur RP Media. Le plaisir est partagé. Je crois que tu es devenu quelqu'un de la maison mère. Et donc aujourd'hui, on va te parler de quoi? On va parler de la laïcité. C'est vrai que quand on parle de laïcité en France, ça déclenche beaucoup de fantasmes. Beaucoup de gens en parlent, même des gens de la haute société, on va dire des gens qui sont quand même responsables de nous, nos administrateurs. Mais on a l'impression que ces gens frappent à côté. Soit c'est fait sciemment, soit c'est une méconnaissance. On a la chance d'avoir un Midou qui s'y connaît, qui va nous développer ce concept-là. Alors, quand on parle de laïcité, dans le cas français, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la laïcité vient faire dans la gestion de la cité en France? Alors merci pour cette initiative Elijah, c'est pour moi un plaisir renouvelé d'avoir ce rendez-vous de donner et de recevoir avec toi. Aujourd'hui concernant la laïcité c'est une notion qui est arrivée en France en 1905 à travers une loi euh, dont l'objectif était véritablement de mettre le pouvoir politique à l'abri de l'autorité religieuse. Puisque depuis, dans l'histoire française, depuis l'époque de Napoléon, depuis 1904, il y avait un concordat, c'est-à-dire un accord entre la France, l'État français et le Saint-Siège, le Vatican, qui voulait que le Vatican reconnaisse euh, le, le pouvoir politique comme détenteur d'un pouvoir de gestion de la cité et en même temps, le pouvoir politique reconnaît le Vatican comme titulaire d'un pouvoir spirituel sur la société. Donc c'était une forme d'accord, en termes anglo-saxons, on appelle ça un gentleman agreement, un accord gagnant-gagnant qui ne s'écrit pas mais qui s'applique, Un qui se accord pratique, tacite. un accord tacite entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel pour garantir à chacun un certain monopole afin d'éviter les conflits entre pouvoir politique et pouvoir religieux. C'est ce principe qui prévalait en France jusqu'en 1905 où, avec cette loi sur la laïcité, il a été décidé d'assurer désormais un principe de séparation entre l'Église et l'État. Entendons par l'Église la religion de façon générale. Et le premier principe qui découle de cette laïcité, c'est la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'État devient désormais indifférent à toute religion. Celui qui veut être chrétien a le droit de l'être. Celui qui veut être musulman a le droit de l'être. Celui qui veut être juif a le droit de l'être. L'État n'a pas à s'immiscer dans la conviction religieuse. Donc, premier élément, la liberté religieuse, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de pratiquer, deuxième élément, la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté de pratiquer la religion de son choix. Donc la laïcité, en gros, c'est deux principes, c'est deux éléments. Premier principe, la liberté de croire ou de ne pas croire. Deuxième principe, la liberté de pratiquer ce en quoi on croit en tant que religion. Très bien, donc si on s'en tient à cette définition-là qui est censée être connue par ceux qui nous gouvernent, par les religieux, par le législateur, d'où vient le problème aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on a comme l'impression qu'il y a une méconnaissance de la laïcité. Et j'ose croire que non, les gens sont suffisamment intelligents, plus que la moyenne, donc ils sont plus intelligents que moi ici. Moi, j'arrive à me poser la question de la vraie définition de la laïcité sur le territoire français. Je suppose qu'ils l'ont fait aussi. Et donc, en gros, qu'est-ce que cette laïcité veut dire dans notre quotidien? Une personne qui est catholique a le droit d'être catholique. Bien sûr. La loi le lui permet. Absolument. Et si les catholiques ont décidé, indépendamment de s'habiller en soutane, l'État, dans son caractère laïque, ne reconnaît pas la soutane, donc ne le voit pas. C'est bien ça. C'est ça. Et par extrapolation, l'État ne peut pas voir un voile. Bien évidemment. Contrairement à un agent de l'État qui n'a pas à exprimer son appartenance religieuse sur le lieu de son travail, sur le lieu du service public, donc qui ne peut pas s'habiller en soutane, qui ne peut pas mettre une burqa, qui ne peut pas mettre un voile. En dehors de là, un citoyen lambda a le droit de s'habiller en blue jean, en string, comme il veut. Principe de liberté. Alors,
pourquoi on est dans cette situation-là et la justice française, le Conseil d'État ne prennent pas les décisions idoines pour protéger les citoyens français. Alors c'est simple, la loi est très claire, la laïcité c'est un principe libéral. La laïcité a été conçue, pensée comme un principe libéral. C'est une liberté, c'est une loi permissive, une loi qui a été créée pour autoriser, pour permettre tout ce qui a trait à la religion et tout ce qui a trait à la pratique religieuse. Les deux aspects, la croyance et la pratique. Donc c'est un principe libéral. Aujourd'hui, il est en train d'être utilisé comme principe liberticide, tout simplement parce que la société française de 1905 n'est pas la société française d'aujourd'hui. Si l'on regarde les statistiques, un peu, on se rend compte que on entend souvent que la France est un pays judéo-chrétien. Euh, la majorité de la population française n'est pas chrétienne. La majorité de la population française n'est pas juive. Elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas croyante de façon En fait, elle générale. ne se reconnaît pas dans les religions. La société française, de façon générale, aujourd'hui, est composée majoritairement d'athées, de personnes qui ne croient en rien. C'est la majorité de la population française. Plus de 50% des Français ne croient en rien, en aucune religion. De ce fait, pour ces personnes-là, toutes les religions sont considérées comme source de pression et de contrainte. Pour un chrétien, la vérité absolue, c'est la chrétienté. Toute personne qui ne l'accepte pas est, on va dire, un non-croyant, pour ne pas utiliser des termes péjoratifs, et n'aura pas la rédemption du Christ. Pour un juif, c'est pareil. Pour un musulman, c'est pareil. Quand on ne croit pas en la religion musulmane, on a un statut qui équivaut à pas grand-chose. Et de ce fait, les non-croyants qui sont majoritaires en France euh, se trouvent un peu persécutés, sentent un peu de pression et donc sont en train d'interpréter les règles de manière finalement à écarter tout ce qui est religieux ou tout ce qui a trait à la religion. C'est ce qui a changé dans la société française. Celle de 1905 était croyante, elle acceptait la liberté religieuse parce qu'elle même pratiquait, Ça l'arrangeait. bénéficiait de cette liberté religieuse. La société française d'aujourd'hui n'apprécie pas la liberté religieuse parce que la religion est devenue ringarde, entre guillemets. Pour revenir au cas de la dame qui s'est faite refouler, d'ailleurs, qui a été l'origine de ce tollé, Ouais. qui a mis un voile sur la France, je fais un jeu de mots. Et déjà, premièrement, on n'avait pas le droit d'écarter cette dame-là. Elle avait effectivement le droit d'être là, habillée comme elle est. Et ceux qui ont fait ça, est-ce que tu penses qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Bien évidemment, de quoi il s'agissait. Cette dame a accompagné son enfant pour aller assister à un conseil local. On parle de gestion d'une collectivité locale. Elle a accompagné son enfant pour assister à cet événement. C'est une sortie scolaire. La laïcité, au nom de la laïcité, toute personne est libre de porter son voile, de porter kippa ou toute autre tenue à connotation religieuse, mais il est interdit à ceux qui exercent une mission de service public, puisque l'État est neutre, ceux qui exercent une fonction publique, Ils doivent un garder service cette public, neutralité. doivent garder cette neutralité au nom de la laïcité. On ne doit pas accorder un avantage, l'État n'a pas à accorder un avantage quelconque à une personne au nom de sa croyance, puisque l'État est censé ne plus avoir de religion. Tout à fait. Donc ceux qui exercent au sein de ce conseil n'ont pas à afficher de religion, mais ceux qui viennent y assister, ceux qui viennent recourir au conseil, peuvent afficher leur religion. Et cette dame est venue avec un voile sur la tête. Bien évidemment, elle n'avait pas à être exclue. Elle n'avait pas à être traitée de cette manière-là. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans le cerveau des gens? Et comme je l'ai dit, soit c'est une confusion, soit c'est fait exprès. Confondre le principe de laïcité avec le principe de la non-régionalité de la France. Est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui? Au fond, ce n'est pas une confusion. Moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas ce n'est pas une confusion, parce que ceux qui font la loi et qui sont conscients du sens de la laïcité dans la loi sont aussi ceux qui mettent de l'huile sur le feu. On a parlé tout à l'heure du cas de cette dame qui a accompagné son enfant en sortie scolaire lors d'un conseil.
euh, la personne qui l'a invectivée et qui a fait en sorte qu'elle se retrouve humiliée de la sorte est un élu local. Et c'est un élu d'extrême droite. Donc ce sont des personnes dont le leitmotiv, le discours politique, le fond de commerce politique repose sur le rejet, euh, entre autres, de la religion musulmane et de ce qui vient de l'étranger. Tout ce qui vient de l'étranger est rejeté par ces personnes. Donc ces personnes sont dans une démarche tout simplement de transformation, d'interprétation des règles de manière à justifier leur comportement politique et leur idéologie politique. Tout cela, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte de pré-campagne électorale. Il va y avoir en France, dans les mois à venir, les élections municipales. C'est une élection très, très importante. En France, il y a plus de 36 000 communes. Et c'est l'occasion d'avoir un nombre d'élus important. Donc ce type de sujet ressort à chaque veille. Permet de se faire de Et oui, l'autopromotion. à chaque veille d'élection, ce type de discours ressort parce que ça a aussi son public. Parce que la majorité des Français ne croient en aucune religion. On n'est pas en train de tendre vers un extrémisme parce que effectivement aujourd'hui, parlons du voile, hein, parce que c'est le voile qui est incriminé. Bien Sinon ni la soutane ni la kippa, sûr. ça pose pas de problème. Bien sûr. C'est la voile, un morceau de tissu sur la tête de certaines femmes. Ça fait plus peur que l'arme nucléaire que détient la France, qui pourrait exploser, que les centrales nucléaires, que les munitions que nous avons. Et finalement, au nom de la liberté de la femme, au nom de la défense du droit des femmes, c'est-à-dire que on présume qu'une femme qui porte le voile a été contrainte par son homme. Et donc, si on regarde le nombre de femmes qui portent le voile en France, c'est vraiment minoritaire. Si on regarde l'influence des voix qui s'élèvent contre ces femmes-là pour dire que vous n'êtes pas libre, ce sont des hommes qui vous imposent ce voile-là, est-ce que finalement, on n'est pas passé à une minorité d'hommes qui pourraient imposer le voile à des femmes, à une majorité d'hommes qui voudraient leur imposer la façon dont elles devraient s'habiller? Bien évidemment. Bien évidemment. Et il y a là un comportement totalement liberticide. L'objectif est connu véritablement. L'objectif de ces personnes est très clair. C'est un objectif connu. En réalité, ceux qui tiennent un discours d'interdiction du voile savent qu'ils sont dans une démarche tout simplement d'exclusion d'une catégorie de la population de manière à la faire taire et à faire ressentir, à faire rejaillir chez cette majorité non pratiquante qui a tendance à s'extrémiser, à se radicaliser de plus en plus. La société française se radicalise de plus en plus et à en faire finalement un fonds de commerce politique. Tout simplement. Vous avez des personnes qui tiennent ce discours publiquement à la télé, je suis contre le voile, je n'accepte pas le voile doit être interdit, et qui, dans leur vie privée, côtoient des personnes portant le voile, sans que cela ne pose... Et avec qui ils n'ont aucun problème. Bien évidemment, sans que cela ne pose de problème. Donc il y a une dichotomie entre le discours politique et le comportement. On l'a vu avec Manuel Valls, qui a quand même contribué à nourrir ce climat de haine envers la communauté musulmane de France, parce que on ne va pas se voiler la face, on est en plein scandale de voile, on ne va pas se voiler la face. La communauté visée en France, c'est la communauté musulmane. Il y a un vrai problème avec l'islam en France. Et donc, pour revenir sur l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui était élu local à Ivry, et justement, il avait ce discours-là à la télé publiquement. Et pendant le ramadan, il allait s'afficher au moment où le suffrage universel lui était plus favorable. Il s'affichait avec des femmes voilées, en train de manger avec elles à la rupture. Et donc effectivement, c'est devenu un fonds de commerce. Mais sur le plan légal, quel est le recours pour des personnes qui seraient victimes d'actes islamophobes en France? Traitement discriminatoire. Tout simplement un recours au juge pour engager une procédure en discrimination. Lorsque ces personnes, par exemple, que ce soit dans le cadre, puisque très souvent, d'ailleurs ça arrive dans le cadre du travail, lorsqu'on est en recherche de logement, en général c'est pour des activités sociales de ce type. Le fait de se faire exclure d'un conseil, ce sont des cas exceptionnels, ça arrive, mais ce sont des cas très exceptionnels. Mais les victimes de discrimination
du fait du port du voile, le ressentent de plus en plus, notamment en ce qui concerne l'accès au logement, à l'accès au l'emploi. travail, l'accès à l'emploi. Ce sont les cas où on retrouve le plus fréquemment Et ce type de discrimination. il est C'est clairement dit que les entreprises privées, l'État n'a pas légiféré sur le cas des entreprises privées, ça se gère au cas par cas. C'est-à-dire qu'il est interdit à personne d'aller travailler avec un voile bien sûr. dans les entreprises Et une privées. entreprise ne peut pas À la mairie, interdire à son salarié. À la mairie, Ouais. on n'y a pas le droit. Ouais. Au commissariat, à la gendarmerie, dans tout ce qui est service public, on ne peut pas aller travailler avec un voile ou avec une kippa. Mais dans le privé, Ouais. on a le droit, par exemple, on est employé dans une clinique privée, on peut bien aller travailler comme on veut. Bien évidemment. On y va comme au McDo, comme on est. Exactement. Voilà. Exactement, exactement. Ce Et n'est pas interdit dans la sphère privée qu'une personne affiche sa conviction religieuse. Néanmoins, cela doit se faire sans que le fonctionnement interne de l'entreprise ne s'en retrouve perturbé. C'est pourquoi on ne peut pas, au sein d'une entreprise, demander, par exemple, à avoir des pauses exactement au moment de prière. Ça pourrait créer des dysfonctionnements au sein de l'entreprise. Mais l'entreprise ne peut pas interdire à un salarié de prier, par exemple. qu'en est-il alors des crèches de Noël dans les mairies? C'est simple, la règle est la même, la réglementation est la même en réalité. Ceux qui ont recours, les usagers de ce service, sont libres de venir comme ils sont. Mais le personnel mis à disposition par la mairie pour faciliter l'événement est tenu du respect strict de la neutralité. Mais c'est la mairie qui finance, Ouais. avec l'argent public de la commune, Ouais. la crèche de Noël, Oui. qui l'installe dans les locaux de la l'intérieur mairie. Oui. Que dit la loi de la laïcité par rapport à ça? Par rapport à cela, la laïcité prévoit que la personne que la mairie recrute ou les personnes que la mairie recrute pour s'occuper des enfants qui viendront ont l'obligation d'afficher une neutralité stricte. On va parler du Mali. Oui. Quel est l'état de lieu? Est-ce que d'abord le Mali, le principe de la laïcité au Mali ressemble à celui de France? Bien sûr, nous avons, le Mali à partir de la période des indépendances, reconduit un certain nombre de principes que nous avons hérités de la colonisation. Et la laïcité fait partie de ces principes. Il faut se dire véritablement que la laïcité en soi n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas un mauvais Non, principe. c'est C'est un au principe contraire, libéral. c'est un bon principe. C'est la liberté Il faut religieuse. le défendre. Exactement. Justement. La laïcité, c'est la liberté religieuse. Maintenant, des interprétations extrêmes ou extrémistes sont bien évidemment à combattre. Mais la laïcité, c'est un principe libéral que le Mali a reconduit dans sa constitution. Aujourd'hui, le principe de laïcité est garanti dans la constitution malienne. La constitution malienne garantit la laïcité. Et dans les faits? Alors, dans les faits, bien évidemment, nul n'est dupe. Il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique au Mali. Ça n'existe pas. Et au-delà de la loi, il y a aussi les pratiques sociales. Dans notre société malienne, l'imam, au-delà de ce qu'il y a dans les lois, a un rôle social qu'il joue, l'évêque, quel que soit le titre religieux d'ailleurs, nos religieux jouent des rôles sociaux importants. Voilà, de ce fait, En fait, la religion et l'État sont plus proches au Mali qu'en France. Bien évidemment. Il n'y a même pas de séparation à proprement Je parler. me rappelle que dans mon lycée, il y avait un endroit pour faire la prière. Ouais. Moi, j'ai fait mes études primaires et secondaires dans une école où, à l'intérieur, il y avait... On pouvait sortir pendant le cours des séances de catéchisme étaient organisées. C'était une école catholique. Je suis musulman, mais j'ai été dans une école catholique. Et ça ne posait aucun problème. Les mercredis matins, ceux qui étaient chrétiens parmi nous sortaient pour aller à leur séance de catéchisme. Ça ne pose de problème à personne. Mais aujourd'hui, ça pose quand même, on va dire, ce flirt entre l'État et les religions au Mali, ça pose quand même un problème en matière de gouvernance. Parce que, étant donné que l'influence de la religion n'a jamais été aussi forte au Mali, et qu'il y a un couple justement qui s'est formé entre le pouvoir et les religions, qui fait que quand le peuple a envie de se lever pour taper du poing sur la table contre la gouvernance, la religion lui passe la pommade. Est-ce que là, on n'est pas arrivé à
à un point où il faut faire quelque chose. Oui, à vrai dire, le Mali a sa propre conception de la laïcité. La laïcité à la malienne, ça ne veut pas dire séparation entre le religieux et le politique. Il n'y a jamais eu de séparation entre le religieux et le politique au Mali. Ça n'a jamais existé. Jamais, jamais. L'influence du religieux sur le pouvoir politique peut être moins élevée ou plus élevée selon la personnalité politique qui exerce ou selon, par exemple, le chef de l'État. Mais dire qu'il y a une séparation n'a jamais été une vérité dans le cas malien. Le Mali accepte bien évidemment que l'autorité religieuse puisse avoir des influences sur la façon dont la cité est gouvernée. Et nous le savons tous, il y a des hommes, des personnalités religieuses au Mali qui proposent, je ne vais pas dire des ministres, mais qui proposent en tout cas des personnes haut placées dans la fonction publique malienne, dans l'administration malienne et même dans les représentations diplomatiques. Ça arrive et cela ne pose de problème à personne au Mali. Le Malien trouve cela normal. Ce qui, par contre, peut être problématique, c'est lorsqu'on commence à avoir des partis politiques à caractère religieux qui se développent. euh, Là, ça peut poser problème parce que Bah, surtout dans le cas du Mali, parce qu'en France, il y en a des oui, partis politiques fondés sur la religion. Le parti de Christine Boutin. oui, le Parti chrétien-démocrate. Voilà. Par contre, au Mali, étant donné que l'influence de la religion est plus forte sur le politique, ça peut être une bombe à retardement. Bien sûr, et c'est interdit par la loi. C'est interdit par la charte des partis politiques maliennes. Pourtant, Il y a une charte des partis politiques au Mali qui interdit à ce que on puisse créer un parti politique sur la base d'idéologie religieuse. C'est totalement interdit. Il n'y a pas de parti politique religieux au Mali. non mais c'est en train Il de y a des venir. mouvements, il y a Oui, des mouvements à caractère politique, cela existe et ce n'est pas interdit par la loi. Il peut y avoir même des mouvements politiques, des associations politiques euh, à caractère religieux. mais pas Ça de ne pose parti pas de problème, politique. mais pas de parti politique, c'est-à-dire une association créée dans le but de conquérir le pouvoir. D'accord. À partir du moment où l'objectif de l'association est la conquête du pouvoir, elle ne peut pas reposer sur une idéologie politique, sinon c'est contraire à la charte des partis politiques et c'est contraire à la Constitution. C'est formellement interdit D'accord. dans le cas malien. Très bien, donc c'était tout. Merci à Amirou pour Merci. ces éclaircissements qui font du bien parce qu'on vit dans une époque d'amalgame. On vit dans une époque où ceux qui crient le plus sont les mieux entendus. Ils ne détiennent pas forcément la réalité des choses. Merci de venir éclairer la lanterne de nos spectateurs. Et d'ailleurs, de plus en plus, on a des messages positifs, des messages positifs à l'endroit d'Amirou qui fait beaucoup de bien à nos spectateurs. Et on vous remercie de nous suivre et à très bientôt. Merci à vous, merci à toi pour cette initiative et à très bientôt.